J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Astrid. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu vas bien? Bah ça va, écoute, je suis enceinte, donc j'ai les maux de grossesse habituels, mais on va faire en sorte que ça aille, hein. De toute façon, là, t'as pas vraiment trop le choix. Je t'avoue, pour être dedans, t'as pas vraiment le choix. Il va falloir faire avec. Est-ce que, avant, du coup, qu'on rentre vraiment dans la thématique de la niche, de ton business, de ce que tu as développé, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Bien sûr, donc moi c'est Marie-Astrid, je suis la fondatrice de Madame Tirlet. Donc j'ai un compte Insta et un programme en ligne qui me permet d'aider les mamans à tirer plus de lait et à réussir leur tir-allaitement et donc leur allaitement. À l'heure actuelle, c'est à ma connaissance le seul programme en français qui est vraiment 100% dédié au tir-allaitement. Et voilà, je l'ai lancé il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, alors on enregistre à peu près 40 000 abonnés sur Instagram et dans le programme, on est 4 500. Incroyable. Avant de parler de business, moi j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie de te nicher aussi précisément là où beaucoup auraient peut-être, tu vois, parlé de maternité en général ou de grossesse en général ou de postpartum en général. Toi, tu as directement focalisé sur le tire-lait et sur l'allaitement. T'as pas eu peur à un moment donné que ça te ferme certaines portes ou ça a été assez naturel pour toi de te lancer comme ça? Non, franchement, alors après, bon, moi, c'est pas du genre, je voulais avoir un business et j'ai réfléchi à une thématique, pas du tout. Moi, à l'époque où l'idée m'est venue, j'étais salariée. Je venais d'avoir un bébé avec qui l'allaitement s'était pas très bien passé. Du coup, je faisais que du tir-allaitement, donc je faisais que tirer mon lait jour et nuit. Et en fait, c'est pas une stratégie marketing, c'était juste un problème vécu personnellement. Parce Mm. qu'en gros, mon allaitement, il a failli s'arrêter. Et à ce moment-là, j'ai trouvé très peu de ressources, tant au niveau des professionnels de santé sur le sujet que ce que je pouvais trouver sur Internet, notamment en français. C'était très flou, c'était vraiment très incomplet. Et à l'inverse, j'avais pris cette habitude à ce moment-là d'aller chercher des informations en anglais sur tout un tas de sujets parce que bah il y a forcément beaucoup plus d'infos de par le nombre de personnes qui parlent anglais dans le monde. Et du coup, je cherchais en fait des informations et je suis tombée en cherchant les bons mots-clés en anglais sur des comptes Instagram. À l'époque, ça existait déjà pas mal aux États-Unis. Donc des comptes qui étaient vraiment très fournis avec une grosse audience. Ça m'a vraiment permis de me débrouiller. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, si moi j'ai autant galéré, combien de femmes françaises galèrent comme moi? Et donc, bah, l'idée m'est venue au début de partager pour combler un vide, parce que je savais que je devais pas être la seule et que tout le monde n'a pas soit un niveau d'anglais suffisant, soit même l'idée en fait d'aller chercher les informations dans une autre langue, ou le réflexe de le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, j'ai la solution à un problème précis Mm. et je peux pas être la seule. Mm. On est bien d'accord. Après, tu me demandais la peur de manquer de clients. Est-ce que je l'ai eu? En fait, de toute façon, au début, je me suis un peu lancée sans avoir vraiment une idée de si j'allais pouvoir en vivre ou pas. Évidemment, au début, j'avais pas d'idée concrète sur la taille du marché, donc je savais pas combien de femmes étaient vraiment concernées. Il y a un moment où je me suis dit, bah, est-ce que c'est trop spécifique? Mais en fait, en creusant, je me suis rendu compte que le marché, il était énorme parce que on a aujourd'hui à peu près 600 000 naissances par an en France. Il y a une femme sur deux qui, au moins, montre le désir d'allaiter. Alors après, elle allaite plus ou moins longtemps en fonction justement de l'accompagnement. Et en même temps, on peut se dire que aujourd'hui, c'est quand même difficile d'allaiter sans vraiment jamais utiliser le tire-lait parce que, bah, premièrement, l'accompagnement il est très insuffisant. Donc, on a souvent des allaitements en France qui se passent quand même mal au début, faut être honnête, par rapport à d'autres pays, parce qu'on reprend le travail très vite par rapport à d'autres pays aussi. Et parce que du coup, en fait, le tire-lait devient souvent un outil de secours. Et donc, moi, je pars du principe que il y a à peu près 300 000 femmes en France par an, donc l'audience se renouvelle chaque année, qui sont potentiellement concernés par mon problème. C'est quand même colossal, hein, parce que quand on a un sujet sur lequel il y a très peu de monde, très peu de professionnels qui sont positionnés, et une audience qui quand même est conséquente et se renouvelle, au final, je trouvais que c'était pas un si petit marché que ça. J'adore que tu prennes l'idée de j'ai eu un problème. Donc, je veux en parler parce que si je suis dans cette merde-là, et si je suis dans ce problème, et si je suis dans cette difficulté, il doit y avoir d'autres personnes qui l'ont, mais qui prennent pas forcément la parole et qui n'osent peut-être pas forcément, ou parce que tout simplement elles ne savent pas. À aucun moment tu t'es dit, en fait, j'en ai marre de parler de cette thématique parce que je me dis, l'allaitement et le tir-allaitement, c'est quand même assez large, mais ça reste quand même assez restreint. Et moi, quand je dis à mes clientes de se spécialiser, de se nicher, qu'il faut impérativement trouver sa thématique, généralement on me dit, ah mais moi je vais parler toujours de la même chose, j'ai peur de me répéter. Est-ce que toi au quotidien, tu as la sensation que tu te répètes? Et est-ce que tu en as déjà eu marre à un moment donné?
Bah, je dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'en ai marre de raconter la même chose, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que n'importe quel métier, au final, n'importe quel métier, c'est pas valable que pour la création de contenu. N'importe quelle personne qui fait son métier, que ce soit un coiffeur, un médecin, un pharmacien, n'importe quoi, il passe beaucoup de temps à raconter la même chose. Donc, je pense que ça vaut pour beaucoup de personnes. Après, oui, je parle du même thème, mais j'ai pas non plus l'impression de parler vraiment de la même chose parce que même si on parle donc d'un sujet qui est quand même précis, donc le tir-allaitement, ça va pas forcément être le même angle, le même moment du parcours, les mêmes histoires. On est quand même face à des situations qui sont différentes entre une femme enceinte qui prépare son allaitement, une maman qui a accouché il y a une semaine et qui est en plein début d'allaitement chaotique, une pour qui ça se passe bien mais qui a très peur de reprendre le travail parce que je sais pas, elle est pompier, elle a des circonstances compliquées, une qui a jamais été enceinte par exemple qui est dans un couple de femmes et qui veut induire sa lactation, une maman qui cherche à arrêter au bout d'un an. En fait, à la fois c'est toujours et jamais la même chose. Donc, je dirais aussi que c'est intéressant parce que ça vaut peut-être pas moins pour les sujets business, mais pour les sujets un peu santé, etc. Derrière, il y a aussi enfin, c'est technique, mais c'est aussi sociétal parce que derrière, on va pouvoir parler bah, de charge mentale, de maternité, d'autonomie des femmes, de rapport au corps, de pression sociale, etc. Donc je trouve qu'en fait, après, il faut aimer faire du contenu, hein, on est d'accord, mais je trouve que ça touche quand même à beaucoup de sujets et c'est ce qui fait qu'on s'en lasse pas. Après, c'est sûr qu'il y a des jours où j'en ai un peu ras-le-bol. Là, aujourd'hui, je faisais de la création de contenu. Ce matin, bon, voilà, faut trouver quand même des nouveaux angles, on est d'accord, hein, quand ça fait 500 posts qu'on parle de la même chose. Et est-ce que tu sens justement que ça change quelque chose justement dans ton quotidien, cette ultra niche? Est-ce que tu sens que ça te demande plus de gestion au niveau de ta créativité, au niveau justement de la recherche de tes idées, voire même dans ta façon de communiquer ou de vendre ou de travailler avec tes clientes? Est-ce que de manière assez palpable, ça change quelque chose ou pas forcément dans le fond? Si tu avais parlé de maternité en général, ça serait revenu exactement au même. Moi, je trouve que c'est plus facile de parler à une personne très très concrète. Et d'ailleurs, même évidemment, moi j'ai des niches au sein de ma niche. Je vais avoir, bah, par exemple, les mamans qui ne font que du tir-allaitement. Bah, en fait, elles ont un système de pensée que moi, je connais par cœur, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on parle avec les personnes et qu'elles sont toutes un peu pareilles, bah, en fait, on va connaître enfin, les mots qu'elles utilisent, les douleurs, les situations. Et ça rend la création de contenu beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu vois, parfois, j'utilise, je suis en train de donner un gros, un gros fil de ma stratégie, mais j'utilise un peu tu vois, comment on pourrait appeler ça, des espèces de templates avec un peu comme des phrases à trous, tu vois, du genre, je sais pas, si on t'a déjà dit, phrase qu'on t'a déjà dit, alors réfléchis à ça, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, c'est hyper facile de compléter les trous parce que je la connais par cœur, cette personne, tu vois. Donc je trouve que c'est facile pour faire du contenu. Je trouve que c'est au niveau de la vente aussi, c'est plus simple parce que j'ai pas besoin de les convaincre que le problème existe. Elles sont en général déjà conscientes des difficultés. Le travail, c'est surtout de montrer qu'il y a une solution. Et puis après, pour travailler avec les clientes, elles sont très engagées, elles se sentent comprises immédiatement. Il y a beaucoup de liens émotionnels. Je trouve que ça rend aussi les choses beaucoup plus profondes, tu vois, de Mhm. vraiment connaître le client. Du coup, quand quelqu'un arrive chez toi, tu sens que c'est quand même déjà hyper qualifié. Donc, en termes de qualité d'échange avec ta communauté, tu vas directement plus en profondeur, mais tu as surtout déjà de la confiance qui est faite. Et limite, la moitié du chemin au niveau de la décision d'achat, elle est beaucoup plus rapide, non? Ah bah même moi en tant que cliente pour le coup, quand je vais chercher un prestataire, enfin moi ce que je cherche c'est que la personne elle comprenne, en fait que je me rende compte de par son contenu qu'elle Mm. sait exactement quel est mon problème, tu vois. Mm. Si je vois quelqu'un et que je me dis bah cette personne en fait elle est en train de parler exactement du problème que je suis en train de vivre, je me dis bah elle a déjà vu des gens qui ont eu ce problème donc elle a la solution et ça va pour moi ça fait vraiment mais énormément de chemin dans la décision de prendre tel ou tel prestataire pour tel ou tel sujet business que j'ai, tu vois. Mhm, complètement. Je trouve que c'est le fait en fait d'avoir un miroir du problème. C'est ça qui... Mm. Forcément, en fait, si t'as une personne qui a déjà rencontré des personnes qui vivent la même chose, elle a forcément déjà trouvé des solutions qui fonctionnent à peu près, tu vois. Et t'as jamais eu peur de te dire, vu que c'est un sujet assez personnel, après on parlera bien entendu des haters, parce que moi je méconnaissais ce monde, mais visiblement il y a pas mal de haine vis-à-vis de ces thématiques. Mais avant de l'aborder, est-ce que t'as jamais eu peur de
dépasser la limite de je suis en train de trop exposer. Parce que c'est vrai que généralement, l'allaitement, c'est quelque chose d'assez pudique. Les femmes, elles ont peur de se montrer en public, et puis il faut cacher, et puis machin. Et au final, moi, je me dis, dans la création de contenu de ce type, en fait, les gens rentrent aussi dans une sphère privée avec ton enfant et bientôt ton deuxième enfant aussi. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives à jauger cette partie-là ou de te dire, pour créer justement cet effet miroir et pour que les gens se reconnaissent en moi, il faut quand même que je leur montre ce que je vis, mais sans rentrer dans ton jardin secret à toi. Après, pour le coup, je pense que bon, là, tout de suite, c'est pas vraiment mon jardin secret dans le sens où moi, j'ai commencé la création de contenu sur ce sujet à une époque où je venais tout juste d'arrêter d'allaiter. Donc, les vidéos que je fais, c'est des vidéos où je me mets en scène, c'est pas des vraies vidéos. Maintenant, je pense quand même que je suis hyper authentique parce que je me remets tout à fait dans les situations. C'est à la fois de la mise en scène et en même temps, c'est vraiment du vécu, du réel. C'est juste que je les retourne parce que bah, malheureusement, à l'époque où où je suis passée par tout ça, j'avais pas de compte Instagram, donc j'ai rien enregistré, ce que je trouve complètement fou parce que je me dis, j'ai tiré mon lait des centaines de fois et tu vois, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos, donc c'est hyper dommage. Là, évidemment, ça va être différent parce qu'avec ce deuxième enfant, bah, je compte vraiment documenter. Mais en fait, c'est étonnant parce que ce jardin secret qui, moi, était très difficile à montrer même à mes proches, tu vois, à l'époque. Par exemple, je voulais jamais tirer mon lait en public et tout. Bah, en fait, pour moi, c'est hyper libérateur de le faire devant tout le monde. Je sais pas comment dire, mais ça a pris du temps hein, parce qu'évidemment, bah, au début, me montrer à moitié nue, moi qui suis pleine de bourrelets et tout, c'était pas forcément évident. Et tu vois, en fait, c'est très, tu vois, l'empowerment de genre, bah, me dire, en fait, moi, je vis ça, et genre, si ça plaît pas aux gens, bah, c'est le même problème, je m'en fiche. Mm. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai plus de facilité à me montrer en petite tenue sur Instagram que genre à la plage, tu vois. Mm. Parce que c'est mon personnage, et je sais qu'en fait, il fait du bien aux gens. Mm. Donc, je pense pas que je cultive un si grand jardin secret que ça, en tout cas pas sur ce sujet. Mais parce que je sais vraiment en fait qu'il y a des gens qui à chaque fois que je vais poster quelque chose vont se sentir reconnus et que ça va leur faire du bien. Et je crois que vraiment c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en roue libre quoi, tu vois. Ouais. Mais tu sais que ça fait du bien parce que moi, là, récemment, j'ai été confrontée à une situation justement autour de l'allaitement où des avis extérieurs de proches se mêlaient. Alors, ça ne me concernait absolument pas du tout. Moi, ça a concerné une de mes amies. Et c'est vrai que j'ai assisté à la scène où je me suis dit, mais en fait, de quoi je me mêle vis-à-vis justement de l'allaitement, vis-à-vis de la position de la femme ou de la mère qui va allaiter ou non, etc. Et je trouve que le fait de te donner la parole et le fait surtout de l'exposer de cette manière-là aussi librement sur les réseaux, ça déculpabilise aussi beaucoup les femmes. Parce que t'as pas un discours de il faut absolument allaiter. Tu as un discours de je comprends toi et fais les choses en fonction de ce que toi tu as envie. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, là, il faut que je prenne position parce que là, tout ce que je suis en train de voir, tout ce que je suis en train d'entendre, c'est trop violent, c'est trop compliqué. On parlait justement d'empowerment au niveau des femmes. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit, en fait, je veux prendre cette casquette parce que là, j'en peux plus? Bah, alors après c'est toujours c'est marrant parce que moi je suis toujours l'impression d'être un peu au milieu, mais je suis très extrême pour les gens qui sont très sur les extrêmes. Tu vois, moi, je viens d'une famille donc, où personne n'a allaité vraiment, ni mes parents, ni ma mère, ni mes tantes, ni mes cousines, même aujourd'hui, personne, tu vois. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai allaité, c'est que j'ai passé toute ma vingtaine en Espagne et que là-bas, l'allaitement, de toute façon, partout dans le monde, l'allaitement est beaucoup plus encouragé, normalisé qu'en France. Donc, je pense que si j'avais vécu en France, ça aurait pas été la même chose. Mais moi, du coup, j'ai grandi enfin grandi à l'âge adulte avec mes premières amies qui devenaient mamans dans une société où tout le monde allaitait. Donc pour moi, c'était un peu évident. Et du coup, je pense, peux pas dire que je suis quelqu'un qui de base était convaincu à 1 milliard de % par l'allaitement. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui a des parents qui étaient à la Leche League. La Leche League, c'est une association de promotion de l'allaitement qui est plutôt assez, assez radicale dans ses positions. Et en même temps, je suis devenue très très pro allaitement parce que je suis convaincue que c'est vraiment vraiment mieux et que des choses que je peux pas dire ici, tu vois, parce que je sais pas quelle est mon audience, mais c'est sûr que moi, sur mon compte, je vais quand même m'adresser plutôt à des gens qui sont vraiment pro-allaitement et je vais avoir un discours, je pense, qui encourage l'allaitement. Mais par exemple, tu vois, quand ça m'est arrivé dernièrement, il y a eu le scandale du lait contaminé. Et du coup, bah, il y a eu pas mal de... On en a parlé dans la presse, grand public. Ouais. Et j'ai eu le malheur de commenter un article de Libération sur le fait qu'en fait on pouvait, j'ai expliqué qu'on pouvait, si on le souhaitait, même si on n'avait pas allaité au début,
qu'on pouvait relancer sa lactation plus tard, parce que bah, aujourd'hui, on était face à une situation où potentiellement, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre le risque de tomber sur un pot de lait contaminé. Complètement. Et j'ai vraiment je me suis pris des foudres de gens qui n'allaient pas, qui est étonnant, parce que moi, en fait, du coup, comme je ne leur parle pas, je ne suis pas dans leur algorithme, Mm. du coup, ils ne me voient pas, et quand là, ils découvrent mon compte, je pense que ça les touche énormément, et ça les gêne énormément, et vraiment, on m'a dit des choses horribles, on m'a dit que j'étais aussi horrible que les personnes qui produisaient le lait contaminé. Pardon. Donc voilà. Donc c'est assez drôle. Et à côté de ça, donc moi je suis vue comme très extrémiste par ces gens-là. Et à côté de ça, je suis vue comme aussi très extrémiste du tir-allaitement par des gens qui sont très très pro-allaitement et pour qui l'allaitement doit être que au sein entre le bébé et sa mère le plus longtemps possible, sans jamais que la mère reprenne le travail, etc., etc. Donc en fait, je suis détestée par beaucoup de gens des deux Mais côtés de la société. Tu sais, quand on en a parlé la première fois, j'ai pas vraiment compris parce que du coup, bah, moi, je suis dans ce parcours-là, et vivant la maternité, et bien entendu que la question de l'allaitement, elle vient 1 milliard de fois sur la table. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur ton contenu, à aucun moment je me suis dit, ah, elle est trop extrême, ou ah, c'est trop violent, ou ah, là, je me sens incomprise. Bien au contraire, en fait, il y a beaucoup de prises de décision et de prises d'opinion que tu as, où je me dis, mais enfin, quelqu'un qui le dit de cette manière-là. Et ça veut pas dire que j'allaiterai ou pas, j'en sais rien encore pour être très honnête. Mais à aucun moment je me suis dit, waouh, il y a un extrême de dingue. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de haters, du coup, je me suis dit, mais attends, mais on marche sur la tête. Enfin, on parle quand même d'allaitement, de tir-allaitement. Alors oui, bien entendu, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des sujets qui sont sociétaux, mais de là à en faire un sujet de la sorte ou à te tomber dessus comme bah, tu l'as évoqué à l'instant, comment est-ce que tu fais pour gérer justement cette pression où, en fait, moi, limite, j'ai l'impression qu'on est en train de rendre ce sujet qui, pour moi, en tout cas, n'était absolument pas du tout tabou, mais on est en train de le rendre tabou, je comprends pas. Je pense que pour les gens qui sont pas dans le monde, dans ce monde-là, effectivement, dire que je peux avoir des haters parce que, par exemple, je parle de mon opinion sur les tire-les nomades, ça paraît dingue, mais je suis pas sûre que quand t'es à l'intérieur, c'est vraiment très compliqué. Ah, En j'imagine. fait, après, moi, ce qui est assez fou, c'est ce qui me caractérise, c'est que j'ai plein de haters, mais pour plein de raisons différentes. Tu vois, je t'ai parlé donc des gens qui me détestent parce que je mets trop en avant l'allaitement, des gens qui me détestent parce que je mets en avant du tir-allaitement, qui est un allaitement qu'ils ne considèrent pas comme étant à la hauteur. Il y a des gens qui me détestent parce que je viens pas du monde médical et qu'en plus j'ai un business qui fonctionne. Donc bah, forcément, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pas pour des questions de jalousie, quoi. Il y a des gens qui me détestent parce que je prends des positions assez fortes sur l'industrie, sur certains produits qui sont vendus, qui sont pas des bons produits, etc. Donc bah, forcément, j'ai des marques qui sont pas contentes. J'ai des influenceurs parce que c'est une industrie qui est vraiment en plein boom et qui marche beaucoup, beaucoup avec les publicités sur Instagram et l'influence. Donc il y a beaucoup d'influenceurs qui ne connaissent absolument rien au sujet et qui se font payer énormément d'argent pour mettre en avant des produits, chose que je dénonce, donc forcément, bah, ça leur plaît pas non plus. Donc en fait voilà, j'ai plein de critiques et évidemment plus on prend des positions fortes, bah, plus on attire les critiques, ça fait partie du package, hein. Et franchement, c'est pas toujours facile. Je dirais qu'avec le temps, je me suis quand même vraiment blindée. Ma première règle déjà que ça me touche le moins possible, c'est je préfère ne pas savoir en fait. Je Mm. préfère éviter d'être curieuse. Un truc qui vraiment me prend la tête, alors je te passe le message ici au cas où j'ai des abonnés qui me suivent. Les gens qui viennent me partager ce qu'on dit sur moi, sur d'autres comptes, sur des groupes Facebook, etc. Moi, honnêtement, je vois pas à quoi ça me sert et ça me fait juste du mal, en fait, tu vois. J'entends que les gens, ils le font avec des bonnes intentions, de me mettre au courant, etc. Mais en fait, je peux rien y faire. J'ai pas de temps à perdre à y répondre. Et ça va probablement me faire passer une mauvaise journée. Et voilà. Donc, en fait, moi, j'en sais, mieux je me porte, hein. Je me suis mis des limites assez claires, c'est-à-dire que les comptes qui me critiquent en permanence, je les bloque. Les comptes qui me copient, parce qu'il y a ça aussi, et comme ça marche bien, bah, je vais un peu quand je commence à avoir de la copie, donc je bloque aussi. Je suis vraiment dans un truc où je me dis, ça sert à rien de consacrer de l'énergie à tout ça. Ça peut me gâcher une journée, ça n'apporte absolument rien derrière. Donc, et quand malheureusement je tombe dessus, parce que ça arrive, bah, du coup j'ai un réflexe, c'est que quand j'ai un message négatif, je vais aller lire 10 messages positifs Mm. pour me rappeler que bah, ce que je fais, ça aide vraiment des gens et que même si ça plaît pas à tout le monde, bah, qu'il y a beaucoup plus de retours positifs que de retours négatifs. Donc voilà, c'est des petits mécanismes que j'ai mis en place. Moi, à la base, je suis ultra susceptible. Donc ça a été vraiment dur pour moi. Au début, il a vraiment fallu que je me fasse une carapace parce que enfin, je voulais arrêter toutes les 5 minutes, hein. Ouais. Donc,
Tu Je m'étonnes. pense que c'est une question d'habitude et on comprend que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des critiques et que bah, il y a aussi beaucoup de jalousie parce qu'on quand on réussit. Donc Ah voilà. oui. Ce qui est bien quand même, et que je tiens à dire, c'est que les prises de position sont aussi ce qui me permet de renforcer ma communauté. Parce que tu vois, à chaque fois que je vais répondre, par exemple, à un hater en story ou quoi, bah, je vais avoir aussi plein de gens qui vont répondre publiquement pour dire que bah, eux, ça les a beaucoup aidés, qui vont me défendre. Et c'est à ce moment-là, en général, que je vends le mieux, que je gagne le plus d'abonnés. Voilà. Donc, finalement, ça apporte aussi de la crédibilité, quoi. Complètement. Et puis ça renforce aussi beaucoup ton positionnement, puisque du coup, des gens qui vont se retrouver dans ce que tu vas dire, Mm. chose que plein d'autres personnes n'oseront peut-être jamais dire, bah, du coup, toi, ça va créer un lien beaucoup plus fort, que ce soit tant avec ta communauté, mais aussi avec des gens qui vont se dire, bah, en fait, j'ai la même vision qu'elle, j'ai vécu la même chose, je veux avoir les mêmes résultats, et du coup, se dire, bon, bah, let's go, j'y vais, parce que c'est peut-être la seule qui a pris ce type de position. Est-ce que, avec ton expérience, tu dirais que le vrai risque, au final, c'est pas d'être ultra niché aujourd'hui parce que tu es vraiment dans une niche, ultra niche, et encore dans ta niche, il y a des niches. Il y avait un peu trop de niches dans ma phrase. Euh, Est-ce que, à ton avis, le risque n'est pas justement d'être trop vague? Ouais, Est-ce que tu penses que l'impact aurait été le même si tu avais parlé de la maternité en général? moi, je pense vraiment que c'est un énorme risque de pas être niché parce que tu vois, si je prends Instagram, alors même si peut-être que pour toi, l'allaitement, c'est une niche, moi, je vois pas du tout ça comme une niche parce qu'évidemment, j'ai que ça sur mon Insta, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a tellement de comptes d'allaitement et en fait, ils sont tous pareils. Déjà, ils ont tous les mêmes noms. Tu sais, les comptes d'allaitement, c'est des noms avec des jeux de mots, tu Ok. vois. Genre des jeux de mots avec le lait, tu vois, avec le sein, voilà. Ok. Donc en fait, tout le monde a les mêmes noms. Moi, je sais même pas la différence. Parfois, le truc qui les différencie, c'est genre il y a un point à la place d'un espace, tu vois, à la place d'un tiret, tu vois. Donc, Mm. déjà, ils ont tous les mêmes noms, ils ont tous les mêmes types de posts, ils ont tous les mêmes conseils. Et honnêtement, pour moi, rien ne ressemble plus à un compte d'allaitement qu'un autre compte d'allaitement, en fait, tu vois. Mm. Donc, franchement, c'est dur de les distinguer. Et moi, enfin, tu vois, quand j'ai des copines qui ont des comptes d'allaitement et qui me demandent comment elles pourraient faire pour améliorer leur visibilité et tout, je leur dis toujours, en fait, il faudrait mieux avoir une posture très claire, un angle très précis pour être très facilement identifiable. Tu vois, par exemple, une personne qui se spécialise dans que les douleurs d'allaitement, ou une personne qui se spécialise dans, je sais pas, des femmes qui ont des problématiques hormonales, ou qui parle de la reprise du travail quand on a un métier très physique. Tu vois, en fait, on saurait exactement qui ils sont et ils sortiraient de la masse, tu vois. Mm. Parce que, en fait, bah, quand tu as des contenus trop généralistes, on sait pas qui t'es, on sait pas trop à qui tu parles. Enfin, voilà, il y a pas de création réellement de relation avec le compte, tu vois. Complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis plus prête à encore plus me nicher vers le tir allaitement exclusif, tu vois, parce que je sais que c'est la niche qui la... Souvent, j'ai déjà entendu en business qu'il fallait parler aux gens que tu pouvais aider le plus facilement et pour qui tu avais le plus d'impact, tu vois. Bah, moi, typiquement, les gens qui font du tir allaitement exclusif, comme c'est vraiment ce que je connais le mieux, bah, si je devais me nicher encore plus, je ferais ça, tu vois. Parce que Mm. du coup, je les connais vraiment bien et je sais exactement comment leur parler. Et surtout, du coup, tu attirerais des gens qui feraient que ça, comme toi, de cette manière-là, et qui auraient exactement les mêmes mots, les mêmes difficultés, les mêmes réussites, les mêmes challenges au quotidien. Donc moi, j'aime bien dire que en fait, on crée pas du contenu pour nous, mais c'est bien de savoir de quoi on parle réellement pour créer ce lien communautaire avec les gens, parce que cet effet miroir, les gens l'ignorent, mais c'est la plus grande force que l'on a aujourd'hui, surtout avec le nombre de personnes qui créent du contenu sur les réseaux, avec le nombre de personnes qui partagent leurs opinions, leurs expériences, etc. En fait, si vous ne vous positionnez pas, bah, vous passez à la trappe parce qu'on voit 1 milliard de contenus par jour et c'est impossible de se souvenir de vous si vous n'êtes pas un minimum positionné. Alors, je dis pas d'être clivante, attention, je dis pas de lancer des débats si vous n'avez pas envie de lancer des débats, mais de faire un peu ce travail de recherche-là de, OK, qui est-ce que je peux réellement aider et dans quelle situation est-ce que je peux vraiment intervenir? Et ça fait la différence dans ton cas, tu vois. Pour moi, ça devrait être évident parce qu'en fait, tu as forcément des choses avec lesquelles t'es plus, des situations avec lesquelles tu es plus à l'aise, des situations que tu préfères aider, des Mm. situations où tu sens que tu apportes vraiment quelque chose de différent. Complètement. Et c'est sûr que c'est un travail, si c'est pas évident à la base, c'est un travail à faire, hein. Mm. Complètement. Et est-ce que si tu devais, toi, recommencer, reprendre tout depuis le début, est-ce que tu te lancerais de la même manière qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas la même maturité qu'en tant qu'entrepreneur. Avant, tu t'es lancé vraiment dans un partage d'expérience, ou est-ce que tu ferais les choses encore plus vite ou encore plus fort, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais ajustées, toi, de ton côté? En fait, je pense qu'il y aurait, enfin, si je recommençais, il faudrait que je fasse deux choses vraiment différemment, mais qui sont vraiment liées parce que je peux pas faire l'une sans l'autre.
Donc ce serait de prendre une posture plus claire, plus assumée, plus tôt. Parce que c'est vrai qu'au début, bah, j'avais justement peur de ça et j'avais peur d'être mal vue. Mm. À raison, hein. Enfin, parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était vrai, c'était pas une peur qui était. Tu vois, c'est pas quand on te dit non, mais c'est une peur que tu imagines, tu vois. Donc j'ai été un peu. J'étais assez. J'étais plus prudente, on va dire. Et en fait, du coup, bah forcément, bon, après, ça a été assez rapide, hein. Je pense que j'ai vite pris le pli, mais bah, tant que j'étais consensuelle, tant que je voulais pas trop me faire remarquer, bah, je me faisais moins remarquer. Mm. Par contre, du coup, le deuxième truc que je ferais différemment, c'est que je me blinderais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je pense que tu peux pas faire l'un sans l'autre. Si tu parles d'un sujet où tu sais que ça va créer des polémiques, alors je sais pas si tout crée des polémiques, je sais pas si par exemple dans le business, il y a autant de polémiques. J'aimerais te dire que non. Alors moi, j'ai la chance de pas du tout avoir de haters ou vraiment très 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 peu. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'elles ouvrent la bouche, qu'elles disent A, B, C ou Z, elles se font tomber dessus. Parce que, encore une fois, moi, je suis partisane de dire, si tu fais, c'est parce que tu fais. Si tu fais pas, c'est parce que tu fais pas. Si tu dis, c'est parce que tu as dit. Si tu dis pas, c'est parce que t'as pas dit. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment de la communauté et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de la personne. Tu vois, moi, par exemple, dans ton cas, avec ma personnalité, je pense que j'aurais déjà abandonné. Alors que, tu vois, abandonner, c'est un mot qui ne fait jamais partie de mon vocabulaire. Mais je suis tellement dans ce truc de... Quand je me suis lancée, j'avais tellement besoin que les gens acceptent ce que j'avais envie de dire. Et qu'ils acceptent aussi presque mon discours de, OK, en fait, je suis pas en train de mal faire. Je suis juste en train de vous montrer ce que moi, je sais. S'il y avait une cohorte de gens qui me seraient tombés dessus, j'aurais peut-être pas abandonné, il faut pas, peut-être pas non plus à ce point-là, mais je pense que j'aurais arrêté de me positionner de la manière aussi clivante. C'est pour ça que je suis hyper contente que tu continues et que tu te blindes encore plus parce que le discours, il est nécessaire. Et je sais que moi, il y a plein de choses que je dis où les gens sont pas forcément d'accord, tu vois. Par exemple, il y a un concept du marketing qui s'appelle le persona. Pour connaître ton audience, il faut connaître ton client idéal. Et pour connaître ton client idéal, il faut faire un persona. Moi, je suis absolument contre ça. Enfin, et je tombe sur mille et un comptes qui vont te recommander encore de faire le passeport de ton persona, machin, mais ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une perte de temps. Et les gens font Ouais. cet exercice 15 fois, 20 fois. Enfin, Je c'est suis hyper désolée. théorique, quoi. Ça Oui. sert à rien. C'est théorique. Sur le terrain, ça sert à rien. Dans la création de contenu, ça sert à rien. En vente, ça sert à rien. Enfin, en gros, tu perds juste ton temps. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout cette même opinion que moi. Après, de là à dire que je me prends des cohortes, non, pas du tout, parce qu'encore une fois, moi, je suis pas sur des sujets aussi sociétaux. Non, mais Et je pense que c'est des thématiques moins, qui appellent moins à des choses qui sont très profondes, tu vois. Mais c'est pour ça, par exemple, c'est sûr, hein, si tu veux pas t'en prendre plein la gueule, va pas dans la parentalité, hein. Parce que Mm. la parentalité, Mais tu sais que, étrangement parlant, moi, alors moi, je suis vraiment sur mon premier enfant, mais j'ai toujours eu des enfants autour de moi, etc. Mais j'avais jamais réellement vécu la maternité comme ça, frontalement parlant. Et au début, quand je l'avais annoncé à personne, mais je l'avais juste annoncé en exclusivité aux personnes qui font partie du mentorat, elles étaient un peu choquées d'avoir la durée et de voir à quel point j'avais pas changé. Et je leur ai dit, écoutez, ben, en fait, moi, depuis le début, j'ai vraiment pris genre 1 kilo à tout casser. Et vraiment, j'avais des semaines qui étaient déjà bien avancées. Et là, direct, elles m'ont tout dit, attention, hein, ne dis jamais ça sur les réseaux. N'en parle jamais, 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 jamais. Je suis en mode, mais pourquoi? Enfin, il n'y a pas de mal à ça, si. Et en fait, c'est là où petit à petit, j'ai compris le jeu de la maternité sur les réseaux. Et c'est pour ça que quand je suis tombée sur ton compte, en fait, je l'ai vu tellement, je t'ai vu tellement apaisée dans ta communication qu'à aucun moment je me suis dit, Marie-Astrid est en train de se bouffer des vagues à chaque fois qu'elle prend position. Jamais, ah, si. jamais, 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 moi jamais. Vraiment, tu sais que quand j'en parle, les gens me disent, mais c'est pas possible que t'en prennes autant plein la gueule. Mais en fait, enfin, c'est. Et puis, je te jure, et si je bloquais pas les gens, ce serait tous les jours, hein. Enfin, vraiment, et tu vois, s'il y a un truc que je ferais différemment, c'est travailler mon mindset. Parce que waouh, c'est tellement important. Parce que, ok, avoir un positionnement fort, c'est bien pour la visibilité, la croissance et tout, mais si ton mental, il suit pas, franchement, c'est violent, hein. Enfin, et ça dépend aussi de qui t'es à la base. Mais moi, qui suis une personne ultra, ultra susceptible, tu veux demander à mon mari, franchement, genre, je me vexe pour un rien et tout. Bah putain, franchement, t'as intérêt à avoir quelqu'un derrière qui te. Tu vois, à lire des choses de dev perso, à avoir quelqu'un qui te dit, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Mais enfin, c'est difficile, hein. Et pour le coup, ouais, tu vois, ça, c'est aussi un conseil que je donnerais. Si vous n'êtes pas prêt à vous en prendre plein la gueule, mais que vous voulez donner votre avis d'une façon un peu
voilà, virulente sur les réseaux, elle n'est pas dans la parentalité, parce que la parentalité, ça touche à des sujets bah, qui apportent beaucoup d'émotions, beaucoup de culpabilité. Et les gens, ils, ouais, enfin, voilà, ils sont durs. Mm. C'est un secteur qui est difficile, hein. Les gens, ils sont vraiment durs et il y a tellement, ça touche, dès qu'on touche avec des choses où il y a un rapport avec l'argent, c'est très compliqué. Les gens, ils supportent pas qu'on puisse monétiser un savoir qui est lié à la parentalité. Enfin, c'est compliqué, vraiment. Ouais, enfin après, si toi tu partages ton expérience, tu partages aussi ton savoir-faire vis-à-vis de ça. Moi, je pars du principe que t'es pas obligé d'avoir un business qui tourne autour de tes études ou qui tourne autour de ton diplôme. Si tu as vécu quelque chose et que tu sais de quoi tu parles, bah en fait, ça fait pas de toi, mon experte, une personne qui a fait peut-être 10 ans d'études mais qui l'a jamais vécu. Ah mais clairement, puis enfin, pour le coup, c'est pas juste mon expérience, tu vois, parce que enfin, moi j'ai accompagné aujourd'hui plus de 4000 personnes enfin, sur un sujet qui est pour le coup très niche pour Mm. beaucoup de soignants. Parce que tu vois, je dis souvent, bah, en fait, moi je fais ça 50, 60 heures par semaine, il y en a, ils vont faire ça 1 heure tous les 2 mois, tu vois. Mm. Donc en fait, ok, ils ont un diplôme, mais enfin, c'est juste en fait, c'est une question de quantité de personnes, hein. Quand tu fais que ça toute la journée, au bout d'un moment, bah, il y a des tendances qui se dégagent et il y a des choses qui fonctionnent pas et tu l'apprends. Complètement. Voilà, au début c'était dur pour moi aussi parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à me positionner dans l'expertise. Et d'ailleurs, ça faisait partie, tu vois, quand j'ai commencé un peu au tout début, le premier truc que j'ai fait, c'était me prendre une identité visuelle parce que je voulais avoir quelque chose d'assez fort qui puisse justement me faire sortir du lot et me positionner en tant qu'experte et pas juste comme un énième conte de maman qui raconte sa vie, tu vois. Mm. Et je savais que c'était parce que j'avais un gros syndrome de l'imposteur de me dire je suis qui pour parler de ça alors que j'ai aucun diplôme, machin. Mm. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais c'est sûr au début, au début, c'était d'ailleurs pour ça que je prenais plus cher, en fait. Au début, je prenais cher parce que j'avais pas de diplôme, Mm. parce que j'étais personne, tu vois. Des fois, les gens, ils trouvaient que ce que je racontais, c'était intéressant, et je recevais des MP en mode, oh, c'est trop bien ce que tu racontes et tout, mais du coup, t'es sage-femme, t'es machin et tout, j'étais là, non. Et du coup, genre là, je m'en prenais plein la gueule, tu vois. Je trouve ça fou de rapporter la légitimité au diplôme aujourd'hui. Enfin, surtout en 2026, on sait que sur les réseaux, on n'est plus obligé d'avoir un diplôme pour être légitime à parler quelque chose. Mais j'imagine à quel point ça doit être difficile au début. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est fou que tu aies quand même persévéré et continué. Et c'est là où je me dis, en fait, ton pourquoi était tellement fort de vouloir aider les gens et de vouloir sortir toi-même aussi de cette situation et de leur montrer, genre, bah, regardez, en fait, c'est possible. On peut s'en sortir parce qu'on sait, hein. L'allaitement, c'est pas quelque chose de facile et bien au contraire, si on s'accroche pas, ça peut être un parcours très compliqué. Moi, de toute façon, je vais vous mettre dans les notes de cet épisode de podcast le compte de Marie-Astrid. N'hésitez pas, même si vous n'allaitez pas ou même si vous avez déjà allaité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas juste à aller regarder sa stratégie de contenu. Je vais faire de toi une étude de cas. Mais allez voir vraiment son positionnement, sa DA, la manière dont elle crée son contenu pour les gens qui la suivent et pas l'inverse. Vous verrez que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans la communication. Vraiment, merci beaucoup, Marie-Astrid, d'avoir pris le temps de faire partie de cet épisode de podcast. C'était trop cool de te recevoir. Avec plaisir, Marine, j'adore parler de ces sujets-là, donc C'était quand tu trop veux. bien. Ben, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.